Bonjour à tous. Merci de votre présence. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour l'introduction qui était limpide. Je ne vais pas forcément vous parler aujourd'hui de comment trouver un nom de domaine, parce que c'est un vaste sujet et qu'on n'a que 15 minutes. On va partir du principe que vous avez déjà tous trouvé votre nom de domaine, que ce nom de domaine a été enregistré et que vous en servez pour faire du business. Et à partir de là, on va qualifier ce nom de domaine en tant que nom de domaine stratégique, c'est-à-dire si jamais il tombe, qu'est-ce qui se passe? On va parler de la surface d'attaque autour de ces noms de domaine, quels sont les risques liés à ces noms de domaine, et on va essayer de passer rapidement sur les principales solutions à mettre en place pour les protéger et garantir leur disponibilité. Très rapidement, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Un nom de domaine, c'est un service de l'Internet qui va permettre d'associer un nom facile à retenir avec des adresses IP difficiles à retenir pour l'être humain et surtout des adresses IP qui ont tendance à changer en permanence. Ce système, pourquoi il a été inventé? Ça fait des années qu'il existe parce que tout simplement, il est simple à mémoriser, à identifier, à différencier et surtout à transmettre. Si je donne mon nom de domaine à quelqu'un qui ne me connaît pas, il va le retenir beaucoup plus facilement que si je lui donne mon adresse IP. Ça permet donc de simplifier la navigation sur Internet et surtout, c'est un gros avantage, c'est que ça permet d'avoir une stabilité des noms. Si je prends mon nom de domaine qui est marqué en haut à droite wikipedia.org, en tant qu'internaute, je vais toujours aller sur wikipedia.org, même si l'adresse IP change tous les 3 jours ou toutes les 2 heures. Des noms de domaine, aujourd'hui, il y en a à peu près 350 millions qui sont enregistrés dans le monde. Je vous ai mis le détail des noms de domaine génériques, des points pays ou des nouveaux nom de domaine. Par exemple, le point Paris est un nouveau nom de domaine. L'extension la plus connue, c'est le .com, où il y a à peu près 150 millions de .com qui sont enregistrés dans le monde. On ne va pas parler de 350 millions de noms de domaine aujourd'hui. On va simplement parler des noms de domaine stratégiques. C'est quoi un nom de domaine stratégique? Aujourd'hui, via mon nom de domaine, j'ai une porte d'entrée sur tous les services qui sont liés à Internet, à l'utilisation d'Internet. Via mon nom de domaine, je vais avoir tout mon trafic web qui va passer. Via mon nom de domaine, je vais avoir tous mes emails, un certain nombre d'applications. Et si je vais un peu plus loin, je vais également avoir tous mes utilisateurs distants, ou en tout cas une grande partie d'entre eux pour les cas des VPN qui utilisent un nom de domaine pour pouvoir se connecter. Des problématiques de SSO, par exemple. Et la question que je dois me poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai mon nom de domaine stratégique, puisque ce nom de domaine où j'ai mes services clés qui sont associés tombe, qu'est-ce qui se passe si celui-ci tombe? C'est quoi les conséquences? Les conséquences, la première, ça risque d'être une notion de perte de données. J'ai un certain nombre de données qui vont transiter par mes emails. Je vais avoir potentiellement une perte de chiffre d'affaires si je suis un pure player du web et que j'ai un certain nombre de commandes qui vont transiter sur mon site web est plus disponible, je perds potentiellement des commandes. Je vais potentiellement avoir un impact sur mes clients. Là encore, si je suis un acteur du web, que j'ai des gens qui viennent commander sur mon site, mais qui ne viennent pas associer à la notoriété pure et dure de mon nom de domaine. Si je cherche à acheter sur la Fnac.com, oui, évidemment, si le site n'est pas disponible, en tant qu'utilisateur, je vais revenir une demi-heure plus tard. Par contre, si j'achète sur un site qui est peu connu et que je suis arrivé par l'aide du référencement naturel de mots-clés, je vais essayer d'arriver sur un site, de commander, le site n'est pas disponible, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner sur mon moteur de recherche et puis je vais tomber sur un site concurrent. Quand on connaît le coût d'acquisition d'un client au niveau des services marketing, c'est une donnée qui est extrêmement importante. Je l'ai mentionné rapidement, il peut y avoir un impact également sur le télétravail. J'ai plus de VPN, j'ai plus de SSO, j'ai mes utilisateurs distants qui ne peuvent plus travailler. Tout ça apporte des conséquences potentielles en termes d'image de marque. Si j'ai une interruption longue du nom de domaine, je vais être pointé du doigt par le marché, disant attention, cette société n'est pas disponible, ça remonte sur tout un tas de sites d'alerte. Ce qu'il faut savoir également par rapport au nom de domaine, c'est que d'un côté, c'est le grand oublié de la cybersécurité. Si je reprends rapidement la slide précédente, bon, ça ne va pas revenir. Vous aviez un petit aiguillage qui pointait vers tous les services clés, que ce soit l'email, le web, les applications, etc., etc. Ah ben voilà, c'est affiché. Mes sites web, l'hébergement de mon site web, j'ai certainement le protéger en matière de résilience, en matière de redondance. Mes emails, je vais certainement les protéger en matière de backup. Donc tout ça est bien protégé. Et souvent, en tant que RSSI, je vais oublier en fait tout simplement de protéger la porte d'accès à l'ensemble de ces services. Aujourd'hui, le nom de domaine, c'est une cible privilégiée des cyberattaquants parce qu'ils ont bien compris que s'ils arrivaient à avoir un impact sur le nom de domaine, ils faisaient tomber tous ces services. Depuis le début de la pandémie,
Tout va bien? Depuis le début de la pandémie, on a remarqué, nous, Nameshield, 7 fois plus d'attaques sur les noms de domaine, de tout type. Je vais revenir dessus. Pour vous donner une petite idée, si j'ai 0,01% d'indisponibilité d'un nom de domaine sur une année, ça représente quasiment une demi-journée d'interruption. Et donc, je l'ai mentionné, c'est le grand oublié de la cybersécurité. Et c'est malheureux parce que le nom de domaine a une surface d'attaque qui est extrêmement importante aujourd'hui. Si on devait classifier, on va dire, les risques qui concernent les noms de domaine, on va les ranger dans 2 grandes familles. Les risques qui sont liés à des aspects purement gestion administrative du nom de domaine et par opposition, juste après, à des risques qui sont techniques. Les risques administratifs, c'est quoi? C'est je vais avoir un cyberattaquant qui va essayer par tous les moyens possibles et imaginables de prendre le contrôle de mon nom de domaine. Donc, votre nom de domaine est enregistré via un registrar. Ce registrar enregistre le nom et met à votre disposition une plateforme de gestion de ce nom de domaine. Le cyberattaquant va tenter d'usurper les accès. Donc comment il va faire? Il va utiliser du phishing, il va faire du social engineering, il va faire du whaling. In fine, prendre le contrôle de votre nom de domaine. Et quand il a le contrôle du nom de domaine, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut commencer par le supprimer. Il peut faire un transfert de gestion de ce nom de domaine vers un autre prestataire. Il peut faire une modification du titulaire. Il peut modifier, là c'est plus pernicieux, la zone de ce nom de domaine, tout simplement pour rediriger un certain nombre de services vers des sites frauduleux. Et toute la problématique, quand on perd le contrôle administratif du nom de domaine, c'est la longueur des recours que l'on a pour reprendre la main sur ce nom de domaine. Et pendant ce temps-là, mon nom de domaine est tombé. Ça, c'est la partie administrative. La partie purement technique, il existe tout un tas d'attaques qui vont targeter le nom de domaine, à commencer par des attaques dont on entend parler sur tous les services possibles et imaginables de l'Internet, qui sont des attaques DDoS, et puis des attaques un peu plus spécifiques au nom de domaine, de type DNS spoofing ou cache poisoning, où le cyberattaquant va tenter de se mettre au milieu de la résolution du nom de domaine pour envoyer une réponse falsifiée à la place de la réponse habituelle, on va dire. L'objectif, c'est quoi? C'est de nouveau rendre indisponible le nom de domaine, le faire tomber, ou de manière plus pernicieuse, envoyer des réponses falsifiées. Et là, on va se retrouver dans des cas de phishing complexe, puisque dans ma barre d'adresse, je vais avoir mon www.wikipedia.org qui va être affiché, si ce n'est que je serai sur un site qui sera frauduleux. Au-delà de ces aspects purement tentatives d'attaque, on a aussi la possibilité de risque d'erreur humaine. Un nom de domaine, ça se configure sur les aspects purement techniques. Je peux faire des erreurs de configuration et possiblement, via une erreur de configuration, faire tomber le nom de domaine. Les conséquences, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est des interruptions de trafic, du détournement d'image ou des attaques de type phishing. Je vous ai mis un petit exemple qui est là. Je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais en gros, ici, dans la barre d'adresse, on voit que c'est le site du New York Times. Il y a quelques années, le New York Times, qui était géré par un registrar, le registrar s'est fait usurper ses accès. L'armée électronique syrienne a pris la possession du nom de domaine et en a profité pour faire sa propagande directement sur le site du New York Times. Ça permet d'avoir une petite idée en fait de l'ampleur que ça peut prendre sur un site qui est relativement visible. Et chacun d'entre vous, là ici, vous avez forcément au moins un nom de domaine qui est stratégique. Si je suis si je suis un individu, je vais peut-être avoir tout simplement un nom de domaine pour gérer mes emails. Si vous m'envoyez un mail sur @christophegerard.com, ça va arriver chez moi. Si ce nom de domaine tombe, j'ai plus d'email. Si je suis une société qui est un pur player du web, je vais peut-être avoir un seul nom de domaine qui va être qualifié de stratégique. Et si je suis un gros groupe un peu plus important, je vais peut-être avoir plusieurs marques que je vais proposer via le web, plusieurs adresses de messagerie. Et tous les noms de domaine qui y sont associés vont forcément être stratégiques. Donc une fois qu'on a parlé de ce que c'est qu'un nom de domaine stratégique, une fois qu'on a parlé de la surface d'attaque administrative et technique de ces noms de domaine, qu'est-ce que je fais dans un monde idéal pour les protéger? Alors on n'a que 15 minutes, il doit en rester 5. On va vraiment passer dans les grandes lignes. Et si vous avez des questions complémentaires, je vous inviterai à nous contacter au besoin. On va commencer par la réponse et les best practices à mettre en place par rapport au risque administratif. L'ensemble des solutions qui sont ici, des recommandations dont je vais parler ici, c'est des solutions qui sont validées par l'ANSSI au travers d'un guide qu'ils ont publié qui s'appelle le guide de résilience du DNS. La première préconisation de l'ANSSI, c'est de mettre en place un registry-lock. C'est le fait de bloquer un nom de domaine et les informations de titularité du nom de domaine directement auprès du registre qui les gère, donc un cran au-dessus du registrar. La deuxième, c'est d'étudier le prestataire avec qui vous allez travailler. Et ça, c'est extrêmement important. Quelle est son expertise, quelles sont ses références, quelle est sa notoriété, surtout quelle est sa solidité financière.
Je passe par un registraire qui est peu connu. Demain, il ferme la porte. Comment je fais pour récupérer la maîtrise de mes noms de domaine? Ensuite, via ce registraire, je vais travailler de manière approfondie sur tout ce qui est sécurisation des accès à la plateforme. Faire en sorte d'avoir à minima du multifactor, du filtrage IP, possiblement connecter mon SSO pour y accéder, afin d'être sûr et certain que personne ne peut usurper l'accès à cette interface de gestion des noms de domaine. Une fois que j'ai fait ça, tout à l'heure je parlais rapidement d'erreurs humaines. Mettre en place une notion de ségrégation des droits. Si j'ai un portefeuille où j'ai 350 noms de domaine, mais que j'ai un seul nom de domaine qui est considéré comme stratégique, ce nom de domaine stratégique, je vais peut-être l'isoler dans une partie du portefeuille et faire en sorte que les gens qui ont accès à la configuration technique de ce nom de domaine aient des droits spécifiques, que je puisse loguer leur accès et voir qui a fait quoi à quel moment. Et m'assurer surtout que personne qui n'a pas l'expertise puisse intervenir dessus. Et enfin, surtout, j'ai besoin de savoir quelle est la procédure d'escalade éventuelle auprès de mon prestataire pour réagir rapidement si mon nom de domaine est tombé. Ça, c'est tout un tas de mesures qu'on va mettre en place pour les aspects risques administratifs. Sur les aspects purement techniques, là encore, c'est un certain nombre de recommandations que vous allez retrouver au niveau de l'ANSSI. La chose la plus importante, c'est de mettre mon nom de domaine sur un réseau dit Anycast, c'est-à-dire multiplier les points de présence dans le monde. De facto, quand je vais multiplier les points de présence de mon nom de domaine, il va être plus résilient, plus résistant aux attaques et accessoirement, il va avoir une meilleure efficacité, une plus grande rapidité dans sa réponse. Pour aller un peu plus loin, il ne faut pas mettre le nom de domaine sur un seul réseau Anycast, puisqu'un seul réseau Anycast va être géré auprès d'un seul prestataire. Si ce prestataire tombe, et on a eu le cas en 2016 sur un énorme prestataire aux États-Unis qui s'appelle Dean Network, qui gérait du DNS, il est tombé pendant à peu près 10 heures en octobre 2016. Vous n'aviez plus d'Amazon, plus de Twitter, plus de Facebook sur tout l'Ouest américain. Donc mettre ce nom de domaine sur non pas un seul mais 2 réseaux Anycast. Extrêmement important. Adosser ce réseau Anycast à des protections de type anti-DDoS. Pour aller un peu plus loin et pour parer les attaques de type DNS spoofing et cache poisoning, mettre en place DNSSEC pour me prémunir des attaques de phishing complexes. Et faire en sorte que tout ça soit monitoré en permanence et si possible que le prestataire que j'ai choisi ait des équipes d'astreinte pour intervenir n'importe quand. Là, on a couvert les mesures qui sont vraiment absolument indispensables à mettre en place sur les aspects administratifs et techniques. Après, on peut aller plus loin si le nom de domaine est vraiment stratégique et c'est ce qu'on va vous conseiller. Le fait d'analyser en permanence le trafic DNS, c'est important. Analyser les logs de connexion à la plateforme et avoir un historique de qui a fait quoi à quel moment sur mon nom de domaine. Éventuellement avoir du versionning de zone de nom de domaine pour revenir à une version précédente si une nouvelle configuration a fait casser la zone, par exemple. Idéalement, analyser de manière régulière la configuration de ma zone DNS pour voir si je n'ai pas des trous dans la raquette, si je n'ai pas des enregistrements DNS qui sont mal configurés et au travers desquels il pourrait y avoir des risques de sécurité. Et puis, c'est un peu dans le pendant de l'équipe d'astreinte qu'on avait mis avant, avancer avec un système d'alerte, avoir un système de reporting d'incidents. Et le plus important peut-être de tous, c'est de communiquer en interne et de former les différents interlocuteurs qui sont susceptibles d'intervenir sur ces noms de domaine stratégiques. Donc, je vous ai mis une petite question qui est là. Si en sortant en fait de cette très rapide réunion, vous gardez à l'esprit que vous avez forcément tous au moins un nom de domaine stratégique, que celui-ci est exposé, qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour le protéger, c'est que ça a plutôt pas mal marché. Et posez-vous tous la question de savoir à quel point ma société, moi en tant qu'individu, je vais dépendre de mon nom de domaine stratégique pour mon business. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup.